Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde des quatrièmes rendez-vous d'histoire de Québec, une table ronde sur le Canada et l'atome. Nous sommes ravis d'être ici virtuellement avec vous. Nous allons tenter aujourd'hui de balayer l'histoire de l'atome au Canada et vous allez voir, il y a toutes sortes d'enjeux et on va apprendre des choses parfois tout à fait surprenantes avec nos trois invités ce soir. Si nous parlons en ce jour du Canada et de l'atome, c'est que en fait deux livres sont sortis pendant l'année 2020, deux ouvrages qui coup sur coup ont mis en valeur le laboratoire de Montréal, car pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien en fait, la ville a accueilli un laboratoire secret qui a participé à la course à la bombe atomique. Et cette histoire est restée assez secrète, assez méconnue pendant plusieurs décennies. Et c'est vraiment grâce à ces deux ouvrages qu'on a commencé vraiment à reparler du laboratoire. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre avec nos interlocuteurs l'histoire de ce qui s'est passé ici et puis voir quelles ont été les répercussions sur le nucléaire au Canada jusqu'à nos jours. Alors, nous avons le privilège de recevoir l'auteur d'un de ces livres, Gilles Sabourin, qui a signé Montréal et la bombe chez Septentrion. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Après avoir passé 15 ans à étudier cette histoire, Gilles a livré un ouvrage vraiment très fouillé, plein d'informations inédites. Gilles, en plus, travaille dans l'industrie nucléaire canadienne. Donc, son témoignage sera ce soir très précieux et très actuel. Ensuite, nous avons avec nous Madi Kalfaoui, qui, lui, est ingénieur de formation également, qui a travaillé dans l'industrie nucléaire au Canada. Et maintenant, Madi, je crois que vous enseignez à Trois-Rivières, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je suis professeur au département des sciences humaines où j'enseigne essentiellement l'histoire. Et donc, vous êtes spécialiste de l'histoire de cette industrie. Vous avez notamment signé une thèse passionnante dans laquelle vous parlez beaucoup du médical et du nucléaire. Nous allons évoquer abondamment cette thèse ce soir, bien sûr, avec vous, parce qu'il y a énormément d'informations très intéressantes et inédites. Et il y a aussi un autre professeur avec nous ce soir, en la personne de Frédéric Mordonguera. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. En direct de Québec, je crois. C'est bien ça. Qui est professeur à TELUC et lui, va tenter de nous faire comprendre les enjeux scientifiques derrière cette histoire nucléaire et qui va essayer de nous décrypter les enjeux de la science derrière toute cette histoire. Car je crois, Frédéric, que vous aimez vulgariser la science fondamentale pour le grand public, n'est-ce pas? En effet, c'est ce que j'essaie de faire autant que possible dans le cadre de mes fonctions, mais aussi par plaisir, oui. Autant du côté des mathématiques que de la physique, oui. Eh bien, c'est parfait pour nous ce soir. Alors, déjà, avant de parler de recherche nucléaire au Canada, il faudrait qu'on revienne un peu sur l'état de la discipline au niveau mondial au début du XXe siècle. Où est-ce qu'on en est sur notre connaissance à l'époque de l'atome? Et puis, est-ce que vous pouvez, Frédéric, là justement, nous parler de ce qui s'est passé au début du XXe siècle? Comment on a fait progresser la science du nucléaire? Oui, certainement. Je vais faire un petit tour d'horizon et je vais commencer celui-ci vers 1895. Alors, pourquoi cette année-là? Eh bien, c'est parce qu'il s'est passé trois découvertes importantes vers 1895 et ce sont des découvertes qui ont préparé le chemin tranquillement vers la bombe nucléaire et je vais vous accompagner jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale au travers de tout ça. Donc, en 1895, les principales disons, les nations les plus avancées sur le plan de la science, en physique particulièrement en Europe, ce sont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Et pour mettre un peu de contexte, là, au tournant du 20e siècle, l'atome, c'est un concept qui est accepté, mais pas par tous. C'est toujours un peu flou, le statut. Est-ce que l'atome existe, oui ou non, selon les scientifiques? Certains voient ça comme une hypothèse utile pour les chimistes et d'autres voient ça comme quelque chose qui existe concrètement. Alors, 1895, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, vers ces années-là, plus spécifiquement 1897, Joseph John Thomson, le professeur de physique au laboratoire de Cavendish à Cambridge, va démontrer l'existence des électrons.
Alors, c'est une particule subatomique là, dont l'existence sera démontrée avec des expérimentations utilisant des tubes à décharge. En 1895, toujours, il y a le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen qui, lui, toujours avec des expériences sur des tubes à décharge, va démontrer l'existence des rayons X. Cette découverte sera importante puisqu'elle va mettre Henri Becquerel, le français, sur la piste de la radioactivité. Il va mener des expériences en laboratoire qui vont l'amener à découvrir que les sels d'uranium émettent des rayonnements. Et il va rapidement comprendre que c'est une propriété des sels d'uranium, ce n'est pas une propriété, disons, l'émission de rayons ne vient pas d'une interaction avec le Soleil ou avec Dieu sait quoi, c'est vraiment une propriété atomique. Cette découverte de Becquerel va mener Marie et Pierre Curie, dans les années qui suivent, sur la trace de d'autres éléments qui émettent des rayonnements, comme le thorium, et ils vont tous les deux ensemble découvrir également le polonium et le radium. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé vers la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Maintenant, peut-être je pourrais vous apporter en Amérique, pour la première fois, même au Canada, au Québec, à Montréal, avec Ernest Rutherford, un néo-zélandais qui a étudié avec J.J. Thomson à Cambridge pendant quelques années et qui a été nommé professeur de physique à l'Université McGill en 1898. Il va mener dans les nouveaux laboratoires construits à l'aide de subventions offertes par le baron du tabac, Sir William MacDonald. Alors, Rutherford va mener à McGill des expérimentations avec son collaborateur, un autre Britannique, Frederick Soddy. Les deux ensemble vont essentiellement observer pour la première fois ce qui était appelé à l'époque la transmutation. Donc, un atome de thorium qui se désintègre et qui donne un autre élément. Et cette observation par Rutherford et Soddy, ça sera en quelque sorte, à leurs yeux, la réalisation donc le rêve des alchimistes du Moyen Âge, en quelque sorte. Ils vont publier cette découverte-là, ainsi que de nombreuses autres observations surprenantes. Et Rutherford va se mériter le prix Nobel de physique en 1908. Le prix Nobel de chimie. Alors, il y aura eu une transmutation là aussi. Rutherford se sera mérité un prix Nobel dans une discipline dont il n'était pas spécialiste, lui qui était physicien. Donc, Rutherford va se mériter, dis-je, le prix Nobel de chimie 1908. Pourtant, il avait quitté McGill en 1907, l'année précédente, donc il sera récompensé un petit peu après son départ de McGill pour les travaux réalisés là-bas. Alors, où est allé Rutherford en 1907? Il s'est rendu à Manchester. Il y sera pour quelques années et là-bas, il va proposer un nouveau modèle de l'atome, c'est-à-dire la conception saturnienne de l'atome. Là, on voit l'atome comme un noyau dense, très petit, mais dense et lourd, chargé positivement, avec en orbite, autour de ce noyau, des très, très petits électrons chargés négativement. Alors, Rutherford passera quelques années à Manchester. En 1919, il rentrera à son alma mater, Cambridge, au laboratoire Cavendish, et il sera là-bas jusqu'à sa mort en 1937. Il supervisera les travaux de nombreux futurs prix Nobel de physique. Parmi ceux-ci, on trouve James Chadwick, on entendra ce nom par la suite, ainsi que John Cockcroft, on en parlera aussi tout à l'heure, et Mark Oliphant. Alors, trois noms qu'on entendra dans la suite. Je vous propose maintenant un petit saut dans le temps. On s'en va en 1932. Alors, en 1932, c'est comme en 1895. C'est une année où plusieurs découvertes scientifiques majeures ont eu lieu dans le domaine de la physique, toujours en marchant vers le projet de bombe nucléaire. Alors, on ne s'en doutait pas à cette époque-là, mais on faisait des pas marquants. Alors, en 1932, ce qui va se passer, c'est que James Chadwick va découvrir le neutron. L'histoire de la découverte du neutron, qui est fondamentale, est assez étonnante. C'est-à-dire qu'il y a une part de drame, en quelque sorte, ou de surprise, si je puis dire. Alors, Rutherford, le physicien qui était venu à McGill, dans le cadre d'une conférence prononcée en 1920, de Bakerian Lecture, il va émettre l'hypothèse qu'il existe une troisième particule élémentaire en plus de l'électron et du proton. Alors, il se trouve à faire l'hypothèse qu'il existe un neutron, une particule en fait sans charge, ni chargée négativement, ni chargée positivement. Et il se passera quelques années sans que le neutron soit observé. Mais en 1932, en janvier, Frédéric Joliot-Curie et Irène Joliot-Curie vont mener une expérience au cours de laquelle il va se passer des choses qu'ils peineront à expliquer.
Ils vont publier un article à ce sujet. L'article sera lu par James Chadwick, qui réalisera que les Joliot-Curie ont en fait observé le neutron, mais ils ne s'en sont pas rendus compte puisqu'ils ne sont pas au courant qu'une telle particule pourrait potentiellement exister. Chadwick, qui est bien au courant des travaux menés par Rutherford, et en fait, qui est très au courant de l'hypothèse formulée par Rutherford en 1920, va répéter leur expérience et ainsi démontrer l'existence du neutron. L'annonce sera faite en février 1932. Alors, cette découverte de Chadwick se trouvera à être d'une importance capitale, puisque c'est en fait un bombardement par un neutron chargé, donc sans charge, qui va se rendre jusqu'au cœur d'un atome, qui va déclencher, quelques années plus tard, en 1945, la première explosion nucléaire de l'histoire dans le désert du Nouveau-Mexique, près d'Alamo Gordo. Donc, vous voyez l'importance du neutron. Je vous fais faire un petit saut dans le temps à nouveau. On s'en va en 1938, où il y a une autre découverte qui sera faite, qui va surprendre le monde et semer l'émoi. Cette découverte-là se déroule à Berlin, donc dans la capitale nazie. Il y a Otto Hahn, un chimiste qui avait été l'élève de Rutherford à McGill quelques années plus tôt, avec son élève Fritz Strassmann, qui vont mener une expérience au cours de laquelle ils vont bombarder des noyaux d'uranium avec des neutrons. Et il va se passer quelque chose de bizarre qu'ils peineront à expliquer, c'est-à-dire que le noyau d'uranium, certains noyaux d'uranium vont se fissurer. C'est un peu comme si on prenait un caillou, on le tire sur une statue de marbre et elle se fend en deux. Alors, c'est aussi surprenant que ça. Ils vont peiner à expliquer ce phénomène. Alors, Hahn va écrire à son ancienne collaboratrice, une juive autrichienne qui est en fuite pour se sauver des Allemands, Lise Meitner. Madame Meitner va en discuter de cette expérience avec son neveu Otto Frisch. Et les deux ensemble vont réaliser que ce qui s'est passé dans les laboratoires de Berlin, c'est la fission nucléaire qui vient de se produire. Ils vont en discuter également avec le grand physicien danois Niels Bohr. Et Niels Bohr va comprendre que, en fait, ce ne sont pas tous les noyaux d'uranium qui se fissurent ainsi lorsqu'on les bombarde avec des neutrons, mais que l'isotope 235 particulièrement est celui qui subit une fission. Alors, l'uranium 235, c'est quelque chose de très rare. À peu près 7% de l'uranium dans le monde est un tel isotope 235. Alors, ça semble à ce moment-là très difficile de concevoir un engin qui pourrait exploser, donc une bombe nucléaire essentiellement, puisqu'on ne sait pas trop comment isoler cet uranium 235. Alors, je vous amène maintenant en Angleterre en mars 1940. Otto Frisch, qu'on a vu il y a quelques instants, est maintenant réfugié en Angleterre puisqu'il est juif. Il a dû fuir les nazis. Il est à Birmingham avec Mark Oliphant, un autre ancien élève de Rutherford. Et là-bas, Otto Frisch étant autrichien, donc il est considéré comme un ennemi par les Britanniques, c'est-à-dire qu'on ne lui fait pas suffisamment confiance pour l'impliquer dans les travaux sur le radar, qui est alors la principale, disons, l'expérience principale ou le domaine de recherche principal du point de vue stratégique et militaire. Donc, Otto Frisch et son collègue allemand, lui également, juif allemand, Rodolphe Peierls, on va les occuper avec quelque chose qu'on estime être d'une importance secondaire. On va leur dire de travailler sur la question de la fission des atomes d'uranium. Et ils vont tous les deux calculer quelle est la masse minimale d'uranium qui pourrait provoquer une réaction en chaîne et éventuellement une explosion. Alors, ils vont faire les calculs et arriver à une réponse très surprenante. Alors, selon leurs calculs, 1 kg d'uranium 235 suffirait à faire une bombe nucléaire. Alors, ils sont grandement surpris par cette réponse et se disent, si nous, deux ennemis, avec très peu de moyens, dans un laboratoire de Birmingham, on arrive à faire un tel calcul, peut-être que les nazis ont déjà calculé ça et sont déjà en train de concevoir une bombe nucléaire. Alors, ça les inquiète. Ils vont rédiger un mémorandum qui sera communiqué via Mark Oliphant au gouvernement britannique dans le but de les avertir des dangers, en fait, de la faisabilité d'une bombe nucléaire. Et puis, ce document sera pris au sérieux. Il sera étudié plus en détail par un comité qui sera mis sur pied en 1940, vers mars 1940, le comité MAUD. Et ce comité va mener des expériences à Cambridge, à Oxford, à Birmingham, à Manchester, c'est-à-dire dans les grands laboratoires de physique britanniques, dans le but de vérifier si les calculs de Frisch et Peierls, expérimentalement, si ces calculs tiennent la route et si effectivement 1 kg d'uranium 235 suffit à
fabriquer un engin explosif d'une puissance rare. Bon, ces travaux menés par le comité MAUD vont démontrer qu'1 kilo, ça ne suffit pas tout à fait. En fait, il faut plus que ça. À titre d'exemple, la bombe qui a explosé à Hiroshima en 1945 contenait 64 kg d'uranium. Donc, on comprend qu'il y a la quantité calculée initialement n'était pas tout à fait la bonne. Sauf que c'est une erreur heureuse, au sens où une aussi petite quantité, et ce qui a fait, ça a fait que ça a été pris au sérieux. La possibilité, la plausibilité d'une bombe nucléaire a été prise au sérieux par le gouvernement britannique qui a investi des ressources pour étudier cette idée-là qui, quelques mois plus tôt, semblait absolument farfelue. Donc, le comité MAUD va travailler pendant l'année 1940 et l'année 1941 et ils vont soumettre leur rapport vers juillet 1941 en informant le gouvernement britannique que un projet de bombe nucléaire devrait être d'une priorité capitale puisque ça semble plausible. Et donc, sur réception du document, le principal conseiller scientifique de Winston Churchill, Lord Cherwell, Frédéric Lindemann de son prénom, va aviser Churchill que bon, une bombe nucléaire semble plausible et qu'il faut y mettre des ressources, essentiellement tenter peut-être de la construire, disons, d'initier un tel programme et construire un tel engin en Angleterre, faute de quoi, peut-être si on est trop exposé au bombardement des nazis, on peut songer à déménager les opérations au Canada. Mais certainement, disons, joindre les efforts avec les Américains semble bien une bonne option, même si on hésite à confier le problème, en fait, pas confier le problème, mais plutôt confier le programme aux Américains, puisqu'on se dit, malgré tout l'égard et le respect qu'on peut avoir pour un voisin, peut-être que c'est une mauvaise idée de remettre son sort entièrement entre ses mains. Churchill va pas tout à fait piger l'importance stratégique d'une bombe nucléaire. Il se dira très satisfait avec les explosifs actuellement entre les mains des Britanniques, mais malgré tout, il fera confiance à son conseiller politique et grand ami, Frédéric Lindemann, et va approuver, disons, la mise sur pied d'un programme nucléaire britannique qui sera appelé sous le nom de code de Tube Alloys. Bon, les Américains seront informés du contenu du mémorandum de Frisch et Pals, ainsi que des minutes du comité MAUD. Et en fait, ça mènera assez peu d'actions initialement. Il n'y aura pas d'impact immédiatement. Et les Britanniques vont s'inquiéter de voir que les Américains ne semblent pas s'activer sur le nucléaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme nucléaire qui semble imminent. Alors, ils vont envoyer aux États-Unis Mark Oliphant, qui va aller faire une tournée aux États-Unis pour voir qu'est-ce qui se passe. Vous avez reçu les mêmes informations que nous. Vous voyez bien que c'est plausible tout cela. Où en êtes-vous? Et Mark Oliphant va se rendre compte que bon, si les Américains ne s'activent pas beaucoup, c'est parce que la personne qui a reçu les informations, Lyman Briggs, qui est le titulaire qui est directeur du comité uranium, a conservé les informations qui lui sont parvenues des Britanniques dans son coffre-fort. Il n'en a pas avisé ses collègues. Alors, ça dort là pour des enjeux de sécurité. Alors, Oliphant sera furieux de ça. Il fera une tournée des laboratoires et il contactera ses amis aux États-Unis. Il fera une tournée de promotion de l'importance de s'activer. Et puis, il y aura une superbe réaction en chaîne là aussi. Mark Oliphant va aviser son ami Ernest Lawrence de l'importance de s'activer. Ernest Lawrence parlera à Arthur Compton. Arthur Compton transférera l'information à James Conant, qui est au US National Defense Research Committee, qui passera l'information à Vannevar Bush, qui discutera de tout ça avec Franklin Delano Roosevelt, le président américain, qui autorisera la mise sur pied du programme nucléaire américain, le projet Manhattan. Et dans les jours qui suivront le départ de Mark Oliphant, celui qui a initié cette belle réaction en chaîne, donc dans les jours où Mark Oliphant rentrera en Angleterre, Roosevelt écrira une lettre à Winston Churchill, une lettre qui lui parvient le 11 octobre 1941, dans laquelle Roosevelt offre à Churchill une collaboration d'égal à égal. Donc, il lui propose de mettre ensemble les ressources. Et pour les Britanniques, c'est inespéré. Le projet Tube Alloys en Angleterre connaît un départ difficile. Les Américains, eux, ont des vastes ressources. Ils ont de l'espace. Ils sont à l'abri de la Luftwaffe. Donc, il n'y a pas de danger de bombardement là-bas. Donc, pour les Britanniques, c'est inespéré. Cependant, Churchill n'est pas tout à fait conscient de cette chance. Il n'a pas encore réalisé le pouvoir transformationnel d'avoir entre ses mains
un armement nucléaire. Il n'a pas réalisé encore l'importance géostratégique pour après la guerre. Et il va laisser cette lettre, cette invitation de Roosevelt à collaborer sur son bureau, sans y donner réponse pendant 7 semaines. Pendant ces 7 semaines, les Japonais attaqueront à Pearl Harbor. Les États-Unis entrent en guerre, donc tant contre les nazis que contre le Japon. Et puis, ils vont s'activer, ils vont accélérer le projet Manhattan et puis ils vont lui donner toutes les ressources dont il aura besoin. Et ils n'ont plus vraiment besoin, à leur opinion, à tout le moins, de l'aide des Britanniques, qu'ils entendent, même s'ils sont un peu derrière eux du point de vue de la science et dans leur recherche, ils entendent mettre toute la gomme pour pouvoir les rattraper rapidement, et c'est ce qui se produira. L'avantage des Britanniques, l'avance qu'ils avaient va fondre et va disparaître éventuellement. Merci beaucoup, Frédéric. Effectivement, on voit déjà qu'il y a eu des recherches nucléaires à McGill très tôt dans le XXe siècle. Pour l'instant, là, d'après ce que vous nous avez expliqué, eh bien, effectivement, les Anglais et les Américains se sont emparés du sujet. Là, je vais me tourner vers Gilles Sabourin pour comprendre, eh bien, Gilles, comment cette histoire a finalement atterri à Montréal? Parce que là, pour l'instant, on ne voit pas encore exactement le lien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé pour qu'il y ait un transfert de l'activité ici? En fait, ça a commencé à Paris, si on peut dire, l'histoire de Montréal, parce qu'il y avait un laboratoire là, dont Frédéric a parlé, celui de Joliot-Curie, où travaillaient des étrangers qui ont été naturalisés français, principalement Hans Alban et Lou Lev Kowarski. Quand les Allemands ont envahi la France, à ce moment-là, les Français possédaient presque l'entièreté de l'eau lourde dans le monde. Et l'eau lourde, c'est très important pour les réactions nucléaires parce que ça permet de ralentir les neutrons et de favoriser justement les fissions. Et un des derniers ordres du gouvernement français, ça a été d'évacuer les scientifiques et l'eau lourde vers l'Angleterre pour empêcher les Allemands de leur mettre la main dessus. Et donc, pendant le début de la guerre, Joliot-Curie, lui, est resté en France, mais Alban et Kowarski et l'eau lourde se sont retrouvés à Cambridge et ont fait partie du projet Tube-Alloys. Et l'Angleterre, pendant longtemps, justement, a pensé déménager peut-être aux États-Unis, mais finalement, comme ça n'a pas fonctionné avec les Américains, s'est tourné vers le Canada et a demandé officiellement au Canada si c'était possible de déménager le laboratoire de Cambridge au Canada. Le Canada a rapidement accepté et initialement avait envisagé Ottawa, mais finalement, c'est Montréal qui a été choisi. C'était quand même la ville la plus industrialisée au Canada, avec des moyens de communication et de transport là, bien meilleurs que ceux d'Ottawa. Et donc, Hans Alban, dont c'était l'objectif depuis un bout de temps, a été nommé directeur du projet. Lui, c'est un homme d'origine autrichienne, juif, qui a dû fuir son pays quand les nazis sont arrivés au pouvoir, qui s'est retrouvé là, avec Niels Bohr, puis ensuite avec Joliot-Curie. Quand il est arrivé à Montréal, à l'automne 1942, tout était quand même à faire. Il y avait des grands obstacles devant lui. Il fallait qu'il engage du personnel, qu'il trouve des locaux, qu'il arrange le déménagement de l'équipe de Cambridge vers Montréal. Malgré ça, il y a quand même, le début s'est bien passé dans le sens qu'ils ont pu trouver des locaux. Initialement, c'était dans une grande villa là, qui appartenait à l'Université McGill et ensuite dans un bâtiment une aile de l'Université de Montréal qui était nouvellement construite là, sur la montagne à l'époque. Et il a pu trouver plusieurs physiciens, il a quand même de grande renommée, comme Bruno Pontecorvo, qui est un Italien, qui était aux États-Unis, le chimiste Bertrand Goldschmidt, un Français qui a pu travailler initialement dans le projet Manhattan. Et donc, tous ces gens-là ont été engagés. Le groupe de Cambridge a déménagé à Montréal. Mais rapidement,
Il y a eu des grands obstacles aussi qui se sont dressés devant eux, principalement pour les ressources, parce que pour continuer la recherche et avancer dans les deux objectifs qui avaient été fixés pour le laboratoire de Montréal, qui était un objectif militaire, donc le développement d'une bombe, et aussi un objectif civil, qui était le développement d'un réacteur nucléaire pour produire de l'énergie. On a besoin d'uranium, d'un modérateur, ici c'était l'eau lourde, et ces deux matériaux-là que le Canada possédait, mais c'était déjà les Américains qui avaient mis leurs mains dessus par des contrats d'exclusivité avec Eldorado, qui possédait les mines d'uranium au Canada, et aussi avec une usine d'eau lourde qui était à Trail en Colombie-Britannique. Les Américains avaient aussi signé des contrats pour acheter l'entièreté de la production d'eau lourde pendant la guerre. Donc, malgré le fait que les scientifiques qui étaient ici ont rapidement commencé des programmes de recherche, il leur manquait les matériaux nécessaires pour aller plus loin que ce qui avait déjà été fait finalement à Cambridge. Et à l'été 1943, le laboratoire de Montréal finalement était devant une impasse. Merci beaucoup, Gilles. Effectivement, on comprend ce qui s'est passé, c'est que ici, nous avons manqué de ressources et pendant ce temps-là, on l'imagine, les Américains ont continué leur développement et on le sait, ont été très performants. Alors là, je me retourne vers vous, Frédéric, à nouveau, pour comprendre finalement. Donc, on a ce nœud qui s'est noué. Nous, au Canada, il n'y a plus de ressources et les Américains sont très en avance. Et puis en plus, et comme les Anglais les avaient conduits avant, ils ont certainement eu une réaction un peu d'orgueil. Donc comment cette situation va se débloquer? Qu'est-ce qui va se passer concrètement maintenant? En fait, je reviens un petit peu en arrière. Je vais vous parler de... Churchill aimait bien parler d'une relation particulière entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais en fait, cette relation particulière, elle existait pratiquement uniquement entre lui et Roosevelt, au sens où, entre les Anglais et les Américains, il y avait beaucoup de mécompréhension. Il n'y avait pas beaucoup de confiance l'un envers l'autre. Les Américains étaient un peu anglophobes, pardon. Les Britanniques traitaient les Américains avec une certaine condescendance. Par contre, Churchill et Roosevelt, eux, ils ont toujours affiché publiquement une relation d'amitié. Et le fait d'afficher ça publiquement a eu une importance assez considérable pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a rallié les troupes. Mais derrière ces grands leaders, il y avait des tensions. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, le directeur du projet Manhattan, le lieutenant-général Leslie Groves, était un anglophobe. Il avait déjà visité l'Angleterre plusieurs années auparavant. Il avait eu une mauvaise expérience là-bas. Donc, il y avait un désir chez cet homme-là et chez plusieurs autres Américains, Vannevar Bush et James Conant en particulier, de laisser entrer le moins possible de Britanniques dans le projet nucléaire américain. Et quand je dis de Britanniques, il faut entendre aussi le volet du laboratoire de Montréal, puisque c'était d'abord une initiative britannique, tout cela. Donc, il y avait un désir chez les Américains d'utiliser l'information qui provenait des Anglais et de ne pas trop communiquer d'informations en retour. Les Britanniques, en particulier Churchill, se méfiaient aussi des Américains qu'ils trouvaient parcimonieux dans leur aide. Certes, ils dépendaient grandement de cette aide-là. Ils essayaient d'attirer encore plus d'aide de la part des Américains. Mais donc, au début de la Deuxième Guerre mondiale, Churchill hésitait à transférer des informations vers les Américains. Donc, il y a une appréhension réciproque. Okay? Et puis, à différents moments, au cours des années 1940-1941, il y aura certains transferts d'informations. À titre d'exemple, il y a eu une mission dirigée par Henry Tizard, un Britannique, aux États-Unis pour apporter des informations d'importance, des secrets militaires, transférer ça aux Américains. Donc, des choses sur le radar, des technologies liées aux moteurs d'avion, des choses comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'une partie des informations du comité Maud et sur le rapport de Frisch et Pearls ont été communiquées aux Américains. Mais il y a eu, disons, on a fermé la valve de l'information des Américains vers les Britanniques à plusieurs reprises. Et il a fallu souvent des interventions politiques au plus haut niveau pour essayer de réouvrir la valve. Et malgré ces interventions politiques-là, et je vous en parle dans un instant, eh bien, ça tardait à ouvrir. La valve tardait à répondre aux commandes politiques. Et puis,
La relation de proximité entre Churchill et Roosevelt s'avérera déterminante à certains égards. Alors, cette relation d'amitié s'est établie au fil des ans. Là. Roosevelt était président des États-Unis depuis déjà les années 30 et Churchill est devenu premier ministre, quant à lui, juste en 1940, en mai 1940. Et les deux hommes se connaissaient. Ils avaient déjà échangé de la correspondance. Churchill est un auteur prolifique. Il aimait bien envoyer ses romans plutôt ses livres d'histoire à Roosevelt, en les ayant dédicacés. Et les deux hommes se rencontreront pour la première fois à titre de leaders de leur pays respectifs au Canada. En fait, ce sera à la station navale Argentia. En fait, c'est à Terre-Neuve, essentiellement. Ils se rencontreront en août 1941, face à face. Ça sera dans la foulée de déclenchement de l'opération Barbarossa par les nazis, donc l'invasion de la Russie. Et les difficultés que connaîtront les Russes sur le front Est. Donc, les deux hommes se rencontrent, la relation s'établit, une relation de proximité, et les deux hommes se rencontreront à nouveau à 3 reprises à Washington. Donc, les Américains aiment bien faire sentir aux Anglais que c'est eux qui devront se déplacer. Donc, Churchill traversera l'Atlantique à quelques reprises pour voir Roosevelt. Et je vais vous parler plus spécifiquement d'une rencontre qui s'est avérée assez déterminante, celle de Québec. Donc, après 3 rencontres à Washington, en août 1940, les deux hommes estiment qu'il est temps de tenir une 4e rencontre. Cette fois, Washington ne semble pas un bon endroit pour se rencontrer puisque c'est l'été, il fait très chaud à Washington. Roosevelt proposera une rencontre à Québec. Alors, Churchill sera emballé de ça et il va trouver Québec absolument magnifique. Évidemment, pour lui, qui est un grand amateur d'histoire, venir dans la ville de Québec, ça a une connotation particulière. Hein. Il est bien au courant de l'histoire qui s'est déroulée ici en 1759. Il va trouver aussi le château Frontenac et sa vue sur le fleuve Saint-Laurent absolument magnifique. Alors, la rencontre la conférence qui sera appelée sous le nom de code Quadrant va se dérouler du 17 au 24 août 1943. Ça va se tenir au château Frontenac et à la citadelle de Québec. Donc, la conférence s'ouvre le 17 août. Il y aura des discussions. Churchill est absolument énergique, comme on le connaît, là, et il laisse Roosevelt le soir absolument épuisé. Et Churchill, il en rajoute. Il trouve le temps de se promener sur les remparts de Québec et d'admirer le paysage. Et le président Roosevelt est si épuisé que le 20 août, pour la petite histoire, moi je suis à Québec, j'aime bien parler de ce genre de petits événements-là, les deux hommes devront faire un petit voyage de pêche au lac à l'épaule, dans ce qui est aujourd'hui le parc national de la Jacques-Cartier, pour reprendre leur force. Et la conférence se poursuivra dès le lendemain, le 21 août. Il y aura des discussions très importantes sur la stratégie à adopter sur le front ouest en 1944. C'est d'ailleurs à Québec que Churchill concédera à Roosevelt l'opération qui sera essentiellement le débarquement de Normandie. Churchill, qui avait été impliqué au cours de la Première Guerre mondiale au débarquement de Gallipoli, n'était pas très, très chaud à faire des débarquements, mais il va finalement devoir concéder ça à Roosevelt. Il y aura également quelques discussions sur le programme nucléaire, le programme nucléaire britannique et américain. Je vous rappelle que Churchill a pris la juste mesure du programme nucléaire britannique et ce que ça voulait dire, détenir une arme nucléaire, qu'en 1943, après avoir reçu des mémos de la part de son conseiller stratégique du point de vue de la science, là, Frédéric Lindemann. Donc, à ce moment-là, il commence à comprendre l'importance géostratégique que ça représentera d'avoir une bombe nucléaire et il est très intéressé à faire en sorte que les Britanniques, même si c'est un petit nombre de scientifiques, puissent collaborer avec les Américains, acquérir un maximum d'informations qui pourra leur servir après la guerre à développer une bombe britannique ou à développer l'industrie civile, donc militaire, l'industrie nucléaire civile. Alors, il sera prêt à faire bien des concessions aux partenaires seniors de la relation. Donc, au départ, les Britanniques estimaient être en avance sur les Américains, mais ils ont réalisé lors de la conférence de Québec et peut-être même avant que les Américains les avaient dépassés et qu'ils sont maintenant dans le siège du partenaire junior. Donc, les Britanniques sont dans le siège du partenaire junior, dis-je. Alors, Churchill sera prêt à bien des sacrifices. Il va s'entendre avec Roosevelt et remplir ce qui deviendra célèbre sous le nom de l'accord de Québec. Donc, ils vont noter sur du papier de la citadelle de Québec un arrangement entre les deux hommes qui sera, je l'ai dit, un arrangement entre les deux hommes, c'est-à-dire qu'il n'est pas clair si cet arrangement formulé aussi
de façon aussi floue. Il n'est pas clair si ça contraint réellement leurs successeurs. Il n'est pas clair si c'est vraiment un engagement donc, qui a une teneur légale, c'est-à-dire qu'on n'a pas consulté ni le Parlement britannique, ni le Sénat américain, ni le Congrès américain, en fait, avant de signer ce document. Et ce document engage en fait les pays d'une drôle de façon, c'est-à-dire qu'il y a un renoncement à une certaine forme de contrôle. C'est-à-dire que dans ce document, les Britanniques s'engagent à ne pas développer l'industrie nucléaire civile après la guerre, et Britanniques et Américains s'engagent à ne pas utiliser l'arme atomique sans l'accord de l'autre. Donc, il y a un droit de veto accordé à l'autre pays. Et bon, ça, c'est un renoncement à une certaine forme de souveraineté nationale. Et normalement, ce genre de choses-là doit être discuté avec les instances politiques. Ce n'est pas juste une décision qui peut être prise par le leader. Donc, ce document, ça sera la base de leur entente. Sur signature de ce document, il est entendu que les Américains vont réouvrir la valve d'information et vont recommuniquer à nouveau avec les scientifiques britanniques. En pratique, ça ne se produira pas tout à fait parce que, justement, l'entente est formulée de façon assez floue. Alors, Leslie Groves pourra utiliser il pourra utiliser ce flou dans la formulation pour pas tout à fait communiquer, mais malgré tout, il y aura quand même un retour de communication éventuellement. À titre d'exemple, le soir même de la signature de cette entente, il y a une délégation britannique qui traverse l'Atlantique. Elle est composée de piliers du programme nucléaire britannique. Il y a Rudolph Piles qui traverse l'Atlantique. Il y a Mark Oliphant également. Ils seront rejoints éventuellement par James Chadwick, le découvreur du neutron. Donc, c'est ce qu'il y a à retenir de cet accord de Québec. Un accord flou qui pourrait être, qui pourrait ne pas engager le pays au-delà de ses leaders actuels. Et d'ailleurs, ça sera ce qui se produira éventuellement. Après la mort de Roosevelt, les Américains ne vont pas continuer à respecter cet accord beaucoup plus longtemps. Je vous parle juste un instant de la deuxième conférence de Québec, la conférence Octagon, qui s'est tenue du 12 au 16 septembre 1944. Je vous en parle très rapidement parce que ce n'est pas une conférence qui a eu un impact très, très grand sur la guerre. On pourrait dire que si les leaders ne s'étaient pas rencontrés en 1944, le cours de la guerre n'aurait pas été différent. Il n'y aura pas de discussion spécifique sur le programme nucléaire britannique ou américain, le programme nucléaire tout court, disons, à Québec, sauf qu'au suite de cette rencontre à Québec, les deux leaders vont se déplacer à Hyde Park, donc la maison de Roosevelt à New York, et là-bas, ils signeront ce qui sera appelé un aide-mémoire à propos du programme nucléaire. Et puis, dans cette aide-mémoire, on fera mention que la bombe nucléaire pourrait être utilisée contre le Japon. Il faut se rappeler qu'à l'origine du programme nucléaire, c'était la menace nazie qui inquiétait. Donc, on craignait que les nazis mettent la main sur l'arme atomique avant les Américains et les Britanniques et qu'ils renversent le cours de la guerre. Et puis là, dans cette aide-mémoire qui est signée en 1944, soudainement, le Japon fait l'apparition dans l'équation. Et les deux pays consentent à une utilisation potentielle de l'arme nucléaire contre le Japon à ce moment-là. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette mise au point. Et puis, on a revécu, grâce à vous, la conférence de Québec. On y était presque là. Je me tourne vers vous, Gilles Sabourin. Est-ce que vous pouvez nous... Donc là, évidemment, on connaît la fin de l'histoire, hein, les deux bombes américaines larguées sur le Japon, en lien direct avec ce que vous venez d'évoquer, Frédéric, et le fait que le Canada, le laboratoire de Montréal n'a pas produit de bombes. Et d'ailleurs, Gilles Sabourin, dans votre ouvrage, vous faites bien la distinction en expliquant qu'aucun des matériaux présents dans ces deux bombes ne provenait du Canada directement, du laboratoire de Montréal directement. Donc, est-ce que d'autres applications sont sorties du laboratoire de Montréal pendant la guerre et juste après? C'est-à-dire que pendant la guerre, il n'y a pas eu d'applications directement qui sont sorties pendant la guerre, mais après la guerre, oui. En fait, ça a lancé le programme nucléaire canadien. Ça a eu quand même des impacts importants au Canada, le laboratoire de Montréal. Après la guerre, le laboratoire a déménagé à Chalk River, où il se trouve toujours, là, qui est un des grands laboratoires canadiens.
Et il y a eu des applications civiles qui sont sorties du côté de la médecine nucléaire, dont Madi, je pense, va parler plus tard, et aussi de l'industrie nucléaire civile, la production d'électricité. Donc, c'était déjà dans l'idée, lors de la création du laboratoire début 1943. Évidemment, ce n'était pas un problème nécessairement si simple que ça à résoudre. Ça a pris des années. Il a fallu construire plusieurs réacteurs avant d'arriver à un prototype qui produisait de l'énergie. En 1962, là, le réacteur NPD qui est près de Chalk River, là, en Ontario. Mais ça s'est fait et ça vient, on peut voir, disons, le lien direct entre les recherches qu'il y avait au laboratoire de Montréal et ce que ça a donné éventuellement pour la production d'électricité au Canada, puisque les matériaux sont restés les mêmes, donc l'uranium naturel qu'on a quand même en abondance au Canada et aussi l'eau lourde, ce qui fait que les réacteurs canadiens ont une conception, sont d'un design très spécifique qui est unique finalement au Canada. Et ça vient directement, disons, de ce qu'il y avait ici pendant la guerre. Puis ensuite, bien, à partir des années 60, il y a eu quand même beaucoup de réacteurs qui ont été construits au Canada et même exportés là, ailleurs dans le monde. Et c'est les réacteurs Candu. C'est une des seules industries, l'industrie nucléaire pour le Canada, où presque toute l'industrie est en sol canadien. Donc, à partir que ce soit les mines, ensuite les usines de transformation, la médecine nucléaire, les réacteurs nucléaires et tout ce qu'il y a d'intermédiaire, tous les fournisseurs pratiquement sont en sol canadien, là, ce qui est assez unique là, pour le Canada. Donc là, vous venez de nous expliquer, Gilles, que le laboratoire de Montréal, puis ses installations à Chalk River, ont réalisé une production d'énergie grâce à des réacteurs successifs qui ont été construits, on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a réellement eu, après la guerre, la décision de ne pas faire une bombe nucléaire? Parce qu'on se doute que les Canadiens auraient été en mesure de produire une bombe, puisqu'ils avaient la technologie, ils avaient le savoir-faire et les matériaux. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Le Canada aurait pu le faire parce qu'on est le deuxième pays dans le monde où il y a eu un réacteur nucléaire en opération. Il y avait le laboratoire de Montréal qui est devenu le laboratoire de Chalk River avec la production de plutonium qui a eu lieu. Mais il faut se rendre compte que malgré tout, malgré le fait qu'on avait un réacteur nucléaire, il y avait encore beaucoup d'efforts à mettre, des efforts immenses. Et ça aurait coûté des sommes astronomiques, là, en fait, pour le Canada. Et même quand on regarde les pays qui sont des pays qui étaient plus importants et plus gros que le Canada, comme l'Angleterre et la France, qui ont finalement développé leur propre bombe nucléaire, ça a pris énormément d'années. L'Angleterre, c'est seulement en 1952. C'était le pays qui était, disons, après le Canada, là, le plus avancé de loin là, dans la bombe. Et la France, c'était 1960. Donc, ça montre à quel point ça demande des grands efforts. Le gouvernement canadien, en fait, n'a pas pris de décision. Il aurait fallu qu'il prenne une décision d'investir des ressources énormes après la guerre pour aller jusqu'à la construction de la bombe, ce que le gouvernement canadien n'a pas fait. On peut dire que c'est un peu par défaut, en fait, que le Canada n'a pas construit la bombe. Aussi, il y avait l'idée que les États-Unis avaient la bombe, puis c'est sûr que politiquement, la géopolitique, c'est pas clair que les États-Unis auraient aimé que le Canada développe leur propre bombe. Donc, le gouvernement canadien n'a pas pris de chance, en fait, et n'a pas pris la décision. C'est comme ça plutôt que ça s'est fait. Et c'est pourquoi on s'est plutôt tourné vers les applications civiles. OK, c'est très clair. Ouais, ça ne veut pas dire que le Canada n'a pas, d'une façon ou d'une autre, disons, participé à certains programmes nucléaires militaires, mais on n'a pas développé notre propre programme militaire ici. Alors,
justement, vous avez d'un côté Frédéric et vous-même parlé de scientifiques étrangers qui sont venus au Canada. On se doute que certains, après la guerre, ont pu retourner dans leur pays. Est-ce qu'ils ont ramené avec eux des secrets de fabrication, des procédés? Et est-ce que ça a évidemment déclenché une forme de prolifération de l'armement atomique? Bien, il y avait un noyau très important là, de scientifiques et d'ingénieurs britanniques qui étaient ici, qui sont retournés en Angleterre après la guerre, qui ont travaillé au laboratoire de Harwell, qui est en fait l'équivalent de Chalk River là, en Angleterre. Et assez rapidement, quand finalement on a vu les Américains ou les Britanniques ont vu que les Américains ne partageraient pas avec eux tous les secrets qu'ils avaient pour la fabrication de la bombe, ont décidé vers 1947 de faire leur propre programme militaire et de développer des sites spécifiques. Il y a eu des gens qui avaient travaillé au laboratoire de Montréal qui ont travaillé à cet endroit-là, là, Aldermaston, et aussi d'autres. Il y avait William Penney, là, qui était un mathématicien britannique qui avait été employé directement, lui, au projet Manhattan, là, aux États-Unis. C'est lui qui a été mis en charge de l'aspect technique. Il a été secondé par toutes sortes de personnes, dont un chimiste qui s'appelle Frank Morgan, qui était un chimiste qui a travaillé ici au laboratoire de Montréal, qui était assez important, et qui était en charge de la détection chimique des retombées d'une bombe pour détecter si d'autres pays, par exemple la Russie, faisaient des essais nucléaires. En fait, lui, il a participé, si on peut dire, au programme militaire britannique avec les informations et le travail qu'il avait réussi à faire ici. Mais comme souvent dans le nucléaire, ce n'est pas si évident que c'est toujours noir ou blanc parce que le travail qu'il a fait a finalement été utilisé pour le contrôle des armes nucléaires dans les traités qui ont été pour restreindre entre les États-Unis et la Russie. Son travail a été utilisé finalement pour détecter que ceux qui signaient les traités ne faisaient pas effectivement d'essais nucléaires ou n'utilisaient pas les bombes. Il y a eu aussi, à part de ça, il y a eu tout un groupe de Français. Il y avait un noyau de Français ici qui sont retournés en France après la guerre, dont le chimiste Bertrand Goldschmidt, qui, lui, a participé à l'effort militaire français, qui s'est fait quand même beaucoup plus tard. Là, la décision, pendant longtemps, la France n'avait pas pris de décision si elle voulait développer son propre programme militaire. Ça a été fait au début des années 50 et ça s'est développé au cours des années 50 et Bertrand Goldschmidt a participé à ça. Il a été aussi conseiller pour Israël dans les années 50 et ce qui a donné éventuellement un réacteur nucléaire en Israël à partir duquel Israël a développé son propre programme militaire là, et ses bombes militaires, même si beaucoup de connaissances là-dessus sont encore aujourd'hui là, restées secrètes. Donc, on peut dire que des gens qui ont travaillé à Montréal ont participé à différents programmes nucléaires, militaires là, ailleurs dans d'autres pays, même si ce n'était pas, évidemment pas avec l'accord du Canada. Il n'y avait pas d'accord politique du Canada là-dessus. Oui, bien sûr. Oui, c'est très clair. Et puis, justement, puisqu'on parle de l'international, là, vous avez d'ailleurs un peu vendu la mèche. Vous avez parlé des réacteurs Candu tout à l'heure. Je sais que vous connaissez ça par cœur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Gilles, finalement, donc nous, le Canada, on a produit ces réacteurs, on continue à en produire, je crois. Et où est-ce qu'ils sont en service et est-ce qu'on a tenté d'en exporter et est-ce qu'on a réussi? Oui, c'est comme un succès là, pour le Canada, en fait, là, au point de vue de l'exportation. Bon, la majorité des réacteurs Candu dans le monde sont au Canada, ont été construits et sont en opération au Canada. Il y a 19 réacteurs Candu encore en opération au Canada. Il y en a 18 en Ontario et un au Nouveau-Brunswick. Il y en a eu 2 au Québec et les 2 sont à l'arrêt, Gentilly 1 et Gentilly 2. Gentilly 2 était le premier réacteur qu'on appelle Candu 6, qui est
600 mégawatts, environ 6 à 700 mégawatts là, de puissance. Et c'est le réacteur CANDU qui a été le plus vendu dans le monde. On en a vendu dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. Donc, il y en a présentement là, des réacteurs canadiens en opération en Chine, en Corée du Sud, en Roumanie et en Argentine. Il y a aussi des réacteurs d'origine CANDU qui sont en opération en Inde, mais là aussi, il y a eu toute une histoire là, autour de ça parce que le Canada, en fait, a vendu 2 types de réacteurs à l'Inde. Un réacteur de recherche qui s'appelle Cirrus, qui était une copie du NRX, qui était le premier grand réacteur là, qui a été construit ici à Chalk River. On a vendu dans le cadre d'un programme de l'ONU sur les atomes pour la paix, on a vendu ce réacteur-là à l'Inde et l'eau lourde a été fournie par les États-Unis, le financement s'est fait par le Commonwealth, en tout cas, mais le design, c'était un design canadien et les ingénieurs canadiens sont allés aider les ingénieurs indiens à le construire. On a aussi vendu des réacteurs CANDU pour produire de l'électricité en Inde au cours des années 60. Disons, malheureusement, pour le Canada, l'Inde a utilisé le réacteur Cirrus pour extraire le plutonium et en faire une bombe nucléaire qui est le premier essai nucléaire qui était un essai pacifique selon l'Inde en 1971. Et à partir de ce moment-là, le Canada a cessé de toute collaboration pendant très longtemps avec l'Inde au point de vue nucléaire. Parce qu'on a vendu 2 types de réacteurs, dans beaucoup de gens, et on entend souvent ça, que c'est des réacteurs CANDU qui ont été utilisés pour produire des bombes, mais en fait, il n'y a jamais eu de bombe qui a été faite à partir d'uranium ou de plutonium là, produit par des réacteurs CANDU. Donc, c'est par le réacteur expérimental, c'est ça que... Exactement, et qui était un type de réacteur qui a été désigné ici là, au laboratoire de Montréal. Et un des buts, comme on le sait, c'était de produire du plutonium. Donc, c'est beaucoup plus facile de produire du plutonium à partir de ce réacteur-là qu'à partir d'un réacteur CANDU. Et la rumeur pakistanaise, est-ce qu'elle est fondée? Non, le Pakistan aussi, on avait vendu des réacteurs CANDU à la fois à l'Inde et au Pakistan pour des raisons d'équité géopolitique dans le temps, dans les années 60-70. Mais le Pakistan, après que l'Inde a fait exploser sa bombe nucléaire, n'a eu de cesse d'avoir la sienne propre. Ce qu'il a réussi à faire, mais pas à partir d'un réacteur CANDU. En fait, c'est un réacteur qui a été construit par la Chine au Pakistan, spécifiquement pour produire du plutonium pour une bombe, parce qu'une autre histoire géopolitique, la Chine ne voulait pas que seulement l'Inde ait sa propre bombe, parce qu'il y a une frontière commune avec la Chine. Donc, la Chine a aidé le Pakistan pour contrebalancer, si on veut, la bombe indienne. C'est vrai, comme le disait Gilles, on a souvent tendance, et c'est vrai, à dire que le Canada a finalement, par sa non-décision, choisi la voie pacifique du développement nucléaire en choisissant de ne pas se doter de la bombe, mais ça ne signifie pas pour autant que le Canada n'ait pas été impliqué à travers l'histoire de son programme nucléaire dans la dimension militaire de l'atome. Donc, on sait par exemple que après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les têtes pensantes du programme nucléaire canadien au laboratoire de Chalk River, donc des personnalités comme Wilfrid Bennett Lewis ou C.J. Mackenzie. Donc C.J. Mackenzie, c'est par exemple quelqu'un qui est très important dans l'histoire du nucléaire canadien. Il a été président du NRC, du Conseil national de la recherche du Canada. Ça a été le premier président d'Énergie atomique du Canada Limité, donc la société d'État qui a pris le relais un peu de ce qu'on appelait auparavant les laboratoires de Chalk River. Mackenzie a été aussi président de la commission de contrôle de l'énergie atomique, donc aussi l'instance gouvernementale qui est chargée de la réglementation de l'énergie nucléaire au Canada. Donc ces personnalités-là, au début du laboratoire de Chalk River, ils avaient cette dimension militaire-là en tête. Par exemple, Mackenzie, lui, il pensait que pour vendre l'idée au gouvernement canadien de construire un réacteur de recherche qui allait devenir le NRX, il faudrait le convaincre que ce réacteur pourrait
lui-même être une source de revenus. Et un moyen de générer ces revenus-là, c'était pour ce réacteur-là de produire du plutonium. Donc, le NRX, sa finalité première aurait été de contribuer, de fournir des informations, de faire des expériences scientifiques pour soutenir le programme électronucléaire, donc pour construire, aboutir à des réacteurs nucléaires commerciaux qui produisent l'électricité. Mais à côté de ça, le réacteur NRX et même par la suite le NRU, donc le deuxième réacteur qui sera construit en 1957, ont été utilisés aussi pour produire du plutonium, qui était, puisque le Canada ne fabriquait pas de bombes, vendu aux États-Unis. Donc, c'est du plutonium qui était vendu aux Américains qui, eux, l'utilisaient pour alimenter ou renforcer leur arsenal nucléaire. Et donc, c'est jusqu'au début des années 60, ces deux réacteurs de recherche-là vont être utilisés pour vendre du plutonium aux Américains. On peut penser aussi au fait que même les exportations d'uranium du Canada, donc effectivement, comme le disait Gilles, le Canada est un des principaux producteurs mondiaux d'uranium. Cet uranium-là était exporté aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et on savait pertinemment que cet uranium-là allait être notamment utilisé, pas uniquement à des fins civiles, mais également ultimement à des fins militaires. D'ailleurs, il y a un historien qui s'appelle Ron Finch, qui a écrit un livre qui traite de cette question-là. Le livre s'appelle Exporting Danger, donc exporter danger, traduit en français, un livre qui a été publié en 86, qui traite justement de cette question et qui évoque le fait que ce n'est qu'à partir de 1965 que le gouvernement fédéral, donc Ottawa, a adopté officiellement une politique voulant que ces exportations d'uranium ne devraient servir qu'à des fins civiles et pacifiques. Et puis, troisième exemple que je voulais aussi évoquer à ce sujet-là, c'est que si le Canada lui-même n'a pas fabriqué ou n'a pas détenu d'arsenal nucléaire, il a abrité sur son territoire des missiles américains. Donc, à partir de 1963, dans le cadre d'ententes conclues à l'intérieur de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc l'OTAN, le Canada a abrité sur son territoire des missiles américains qui potentiellement auraient pu être propulsés du territoire canadien, par exemple en cas de conflit avec l'Union soviétique. Donc, c'est le contexte de la guerre froide. Et c'est qu'en 1968 que Pierre Elliott Trudeau avait décidé qu'en fait, il n'était pas même dans l'intérêt géopolitique du Canada de détenir ces armes et qu'il a décidé de renverser cette politique-là. Mais jusqu'en 1984, il y a quand même eu des ogives nucléaires américaines qui étaient présentes sur le territoire canadien. Donc, la dernière a été retirée en 1984. Et puis, comme Gilles l'a mentionné aussi, il y a l'histoire du réacteur indien Cyrus, qui est le fameux réacteur de recherche, donc, qui a été livré à l'Inde en 1954. Donc, c'est une période importante, le milieu des années 50, parce qu'elle suit un discours célèbre du président américain Eisenhower qui s'appelle Atoms for Peace. Donc, j'en reparlerai plus tard. Mais Atoms for Peace, c'est un peu un discours qui va être suivi par une conférence à Genève en 1955. Ça va marquer le début d'une politique d'ouverture des connaissances, sur les connaissances et les savoirs nucléaires, de partage, alors qu'auparavant, c'était vraiment le secret. Et dans le cadre de ce programme-là, on va commencer par partager les connaissances, essayer d'exporter des technologies. Et c'est dans ce cadre-là pacifique, parce que la doctrine Eisenhower, c'est de dire la meilleure façon de contrecarrer les usages militaires du nucléaire, c'est d'en promouvoir les usages pacifiques. Et donc, d'où l'idée de, évidemment, pas partager avec tout le monde. Donc, les pays du bloc de l'Est n'étaient pas forcément partie de cette politique-là. Mais donc, par exemple, un pays comme l'Inde, c'est aussi perçu comme un outil de géopolitique, d'influence. Et finalement, ce même réacteur-là, qui était donc livré dans le cadre d'un programme pacifique, donc Atoms for Peace, s'est révélé l'instrument avec lequel l'Inde, finalement, a produit du plutonium pour fabriquer sa bombe nucléaire qu'elle va faire exploser en 1974.
Et donc, voilà, ce sont des exemples. Quand on creuse un peu l'histoire de l'énergie nucléaire, on se rend compte que la dimension militaire est toujours liée un peu d'une façon ou d'une autre avec la dimension pacifique, comme c'est un peu la thématique de cette conférence-là, atomes, guerre et paix. Il y a toujours une ambivalence, donc les historiens du nucléaire parlent toujours d'ambivalence qui existe entre la dimension pacifique et la dimension militaire. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. C'était très utile puisque ça nous a permis de rajouter encore des informations sur ce lien. Et donc là, maintenant, attaquons la partie médicale et les radioisotopes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces fameux produits? Oui, donc pour faire le lien entre énergie nucléaire et médecine, il faut remonter aux premières décennies du XXe siècle. Donc, après la découverte du radium et de la radioactivité, ce dont on parlait au début de la conférence. Et donc, on va s'apercevoir qu'exposer, une fois qu'on a découvert le radium, la radioactivité, on commence à expérimenter avec ça. Et on va se rendre compte que le fait d'exposer des tumeurs cancéreuses à une source de radium a notamment pour effet de faire rétrécir la tumeur en question. Donc, les radiations ont cet effet-là de faire rétrécir les tumeurs. Et donc, ça va lancer un peu des expérimentations sur l'utilisation des radiations émises par le radium pour essayer de soigner les tumeurs cancéreuses. Donc, ça lance les premiers usages thérapeutiques de la radioactivité. Les Français, étant donné que Marie Curie, Becquerel et tout ça sont pionniers de la radioactivité, vont aussi être impliqués dans le développement des applications médicales, et il va y avoir même la création d'un institut, qu'on a appelé par la suite la Fondation Marie Curie, où on faisait de la recherche sur le radium. Une des parties des activités était destinée à ces dimensions médicales. D'ailleurs, à Montréal, il va y avoir ce qu'on va appeler un institut du radium qui va être ouvert en 1923, considéré justement comme un peu une filiale de l'institution française, où on va tenter de soigner les gens avec le radium notamment, et puis on va aussi par la suite expérimenter avec les appareils à rayons X. Et donc, disons que cet institut-là va exister jusqu'en 1967 et on va traiter à peu près 70 000 patients pendant cette période-là. Donc, cet institut-là aussi, c'est une composante de l'histoire nucléaire du Québec et de Montréal qui est très peu explorée par les historiens. Et il y a un article ou deux qui essaie d'aborder l'histoire de ce centre de façon détaillée. C'est quelque chose qui gagnerait à être plus exploré et creusé. Donc, il y a cette relation qui s'établit entre énergie nucléaire et médecine à travers les applications thérapeutiques du radium. D'un autre côté, vous avez le chimiste et physicien dont Frédéric a parlé, Frédéric Soddy, l'assistant de Rutherford, qui va poursuivre ses recherches en Angleterre, et lui aussi va faire une découverte majeure pour l'histoire de la médecine nucléaire, l'histoire de la physique en général, qui est l'existence de ce qu'il va appeler des isotopes. Okay? Donc, que sont ces isotopes-là? Ces isotopes-là, ça renvoie en fait à l'existence de formes différentes d'un même élément dans le tableau périodique. Donc, Soddy va s'apercevoir qu'un élément dans le tableau périodique peut prendre plusieurs formes différentes. Ces formes différentes, en fait, ce qui les distingue, c'est le nombre de neutrons qui sont présents dans leur noyau. Donc, on revient aussi à quelque chose dont on parlait tout à l'heure. Donc, ces isotopes se différencient les uns d'un même élément, se différencient les uns des autres par le nombre de neutrons, mais ils ont des comportements chimiques identiques. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important à remplir. Donc, je ne vais pas décrire la façon dont Soddy, dans le détail, va s'apercevoir qu'il existe une case du tableau périodique peut contenir plusieurs éléments, entre guillemets. Mais pour vous donner un exemple, par exemple, on sait que la forme la plus répandue du carbone dans la nature, c'est le carbone 12, avec 12 neutrons. Mais on a aussi découvert que le carbone peut exister sous d'autres formes dans
dans la nature, qui sont beaucoup plus rares. Donc, la forme dominante, 98,5% du carbone qui existe dans la nature, il est sous forme de carbone 12, donc sa forme stable. Mais il y a une autre forme qui est le carbone 13, donc un carbone avec 13 neutrons, qui est aussi stable, et une forme encore plus rare, donc un autre isotope du carbone, donc c'est le fameux carbone 14, qui est le fameux isotope qui est lui radioactif, donc qui est instable, qui se désintègre dans le temps, donc il y a ce qu'on appelle une demi-vie en physique, et qui est utilisé notamment dans les techniques de datation. Donc, vous avez certainement entendu parler de l'utilisation du carbone 14 pour dater des objets ou des pierres qui datent de périodes antiques, par exemple. Et donc, le terme isotope, donc lui-même, c'est un terme du grec qui signifie au même endroit. Donc, Soddy, il avait choisi ce nom parce qu'il s'est dit, dans le même endroit, dans la même case du tableau périodique, en fait, on peut retrouver plusieurs éléments, en fait, qui sont des formes différentes du même élément, comme je viens de l'illustrer à travers l'exemple du carbone 14. En fait, chose encore plus intéressante, au début des années 30, on va découvrir que les isotopes, donc ces différentes formes, peuvent être retrouvées dans la nature, donc à l'état naturel, mais on va aussi découvrir qu'on peut les produire artificiellement en laboratoire. D'accord ? Ce qu'on appelle la radioactivité artificielle, ou les isotopes qui sont produits artificiellement en laboratoire, et ça, ce sont les chercheurs Frédéric Joliot et Irène Curie, donc la fille de Marie Curie, qui vont faire cette découverte au début des années 30, en 34, si je ne dis pas d'erreur. Non seulement ça, mais il y a un physicien américain qui s'appelle Ernest Lawrence, qui, lui, va fabriquer un appareil qu'on appelle un cyclotron, qui est capable de produire ces isotopes radioactifs artificiels. Donc, les premiers scientifiques qui vont saisir l'intérêt de ces isotopes radioactifs, ce ne sont pas des médecins, mais ce sont des biologistes. Donc, les biologistes, ils vont exploiter le fait que ces atomes ont un comportement qui sont radioactifs, ont un comportement chimique qui est identique à leur homologue qui est stable. Donc, comme j'ai dit, par exemple, le carbone 14 a un comportement chimique qui est identique à celui du carbone, mais ils sont distincts parce qu'il est radioactif. Et donc, ce que vont se dire les biologistes, c'est se dire si on insère ou on utilise une substance où il y a un isotope stable et un isotope radioactif, et quand on le fait circuler dans un organisme quelconque, ce qu'on va être capable de faire, c'est grâce à la trace radioactive que laisse l'isotope qui est instable, on va être, par exemple, être capable de retracer le cheminement de cette substance-là dans des organismes et faire des découvertes en physiologie ou en biologie. Et donc, ça donne lieu au développement d'une technique qui va être très importante par la suite pour la médecine nucléaire, ce qu'on appelle la technique de traçage radioactif. Donc, c'est le principe d'insérer, comme je l'ai dit, une substance dans un organisme. Cette substance comportant en partie un isotope radioactif, dans le cheminement dans l'organisme, va laisser des traces grâce à la radiation qu'il émet, que les chercheurs ensuite vont retracer pour étudier toutes sortes de processus biologiques ou physiologiques. Et donc, cette idée de traçage va être ensuite exploitée beaucoup plus tard, dans les années 50, conjointement avec le développement de l'imagerie médicale, pour permettre de développer ce qu'on va appeler des technologies d'imagerie nucléaire médicale. Par exemple, ce qu'on connaît aujourd'hui, les appareils qu'on connaît aujourd'hui, comme le PET scan. Et donc, ça va être un peu ça l'origine un peu de la rencontre entre la physique nucléaire et la médecine. Ça va se faire d'abord à travers le radium, puis ensuite à travers la découverte de la radioactivité artificielle qui va être appliquée par les biologistes, puis récupérée plus tard par les médecins. Donc, ce qui est vraiment important aussi de comprendre, c'est que ce soit la recherche sur les isotopes, mais sur la physique nucléaire en général, ça occupe une place centrale dans le champ de la physique, disons du début des années 20 jusqu'à la fin des années 40.
Si vous faites la liste, par exemple, de tous les prix Nobel de physique durant cette période-là, vous allez découvrir que plusieurs, peut-être le tiers, sont attribués pour des travaux qui sont liés directement ou indirectement à la découverte ou à l'application d'isotopes qui soient stables ou radioactifs. Donc, par exemple, Soddy va recevoir le prix Nobel de chimie pour sa découverte le développement de cette notion d'isotope. Les Joliot-Curie dont j'ai parlé vont recevoir un prix Nobel lié aux isotopes. Ernest Lawrence va recevoir un prix Nobel pour le développement du cyclotron. Enrico Fermi aussi va recevoir le prix Nobel pour des recherches liées aussi à la radioactivité artificielle. Un biologiste suédois d'origine hongroise qui s'appelle Georges de Hevesy, qui est derrière cette idée de concept un peu de traçage radioactif, aussi va recevoir un prix Nobel pour ça. Donc, c'est vraiment une période très importante pour le développement de la science des isotopes. Bien, merci Madi. La question vraiment qui nous brûle les lèvres, c'est est-ce que le Canada a su s'inscrire dans cette dynamique, dans cette stratégie de production de matériaux pour le médical? Oui, le Canada va même être un des leaders mondiaux dans cette branche de l'énergie nucléaire. Donc, pour comprendre comment le Canada va se retrouver à participer dans la production des isotopes, c'est bien parce que il y a un lien avec ce que j'ai dit auparavant. En fait, les premiers développements importants qui vont avoir lieu au Canada, qui sont liés à l'utilisation, à l'application des isotopes en médecine, elles sont liées à l'utilisation d'un isotope, du cobalt, qui s'appelle le cobalt-60. En fait, le cobalt-60, il y a des recherches qui sont faites sur cet isotope depuis le milieu des années 30. Et vers 1945-46, on va commencer à se rendre compte que cet isotope-là, qui est beaucoup moins cher à produire que le radium, a des propriétés médicales similaires. Donc, et qu'on pourrait remplacer les thérapies dans lesquelles on utilise le radium par du cobalt-60. Et il va s'avérer que le Canada, grâce à ces deux réacteurs de recherche, donc d'abord le NRX, est capable de produire le cobalt-60 en quantité beaucoup plus importante et de façon beaucoup plus efficace que même les Américains, grâce aux propriétés de son réacteur de recherche et sa capacité à produire ce qu'on appelle des flux neutroniques. Donc, il a cette propriété-là qui va permettre au Canada de se positionner rapidement comme un des premiers ou grands producteurs de cobalt-60. Ce que je n'ai pas dit, chose sur laquelle je peux revenir, c'est que la production d'isotopes radioactifs, elle va se faire dans les années 30 dans des appareils, dans les fameux cyclotrons qui a été inventé par Lawrence. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc pendant qu'on travaille sur le développement de la bombe atomique, on va se rendre compte qu'on peut aussi produire des isotopes dans des réacteurs nucléaires. Et donc, on peut tirer avantage des réacteurs nucléaires de recherche qu'on est en train de construire. Donc, le premier qui va le faire, c'est un réacteur qui est situé dans les laboratoires d'Oak Ridge aux États-Unis, dans lequel on va produire les premiers radioisotopes en 1943. Donc, les réacteurs nucléaires ont l'avantage par rapport aux cyclotrons de produire, donc, comme les réacteurs ont des flux neutroniques, une puissance beaucoup plus élevée que les cyclotrons, on peut y produire des isotopes en quantité beaucoup plus considérable et donc à un coût réduit. Donc, les Américains vont être les premiers à le faire en 1943. Et au Canada, lorsqu'on va construire le NRX et qu'on va le mettre en opération en 1947, on va le doter aussi de cette propriété, de cette capacité à produire des isotopes. L'autre chose qui va favoriser le Canada, qui va lui donner un avantage par rapport à ses concurrents dans la production du cobalt-60, c'est qu'il
Il y a une compagnie minière dont Gilles a parlé tantôt, la fameuse compagnie Eldorado, qui s'occupait de l'exploitation des premiers gisements d'uranium qui sont découverts dans les années 30. C'est aussi une compagnie qui s'occupe de la commercialisation du radium. Donc, le radium qui est extrait d'un minerai d'uranium qu'on appelle la PEC Blend. Et donc, on a aussi l'expertise commerciale avec cette compagnie-là, qui est déjà habituée à vendre du radium aux États-Unis et ailleurs dans le monde, pour des fins thérapeutiques, mais aussi pour d'autres applications industrielles. On a cette compagnie-là qui va être en fait nationalisée par le gouvernement fédéral. Et donc, on a le réacteur nucléaire, le NRX, avec lequel on est capable de produire du cobalt-60. On a l'expertise ou le savoir-faire commercial avec cette compagnie-là, Eldorado, qui est habituée à vendre du radium et qui va se convertir, en fait, qui va abandonner peu à peu le radium pour plutôt se consacrer vers la commercialisation des radioisotopes qui sont produits à Chalk River. Et on va aussi, cette fameuse compagnie Eldorado va être intégrée à la compagnie Énergie atomique du Canada Limitée, qui va être créée en 1951 pour tenter de commercialiser les applications d'énergie nucléaire au Canada. Donc, Eldorado va devenir une branche de ACL et va être renommée, on va l'appeler la compagnie des produits commerciaux. Donc, on voit bien que son but, c'est vraiment de commercialiser les applications atomiques. Et à l'époque, comme l'électricité va pas devenir une réalité industrielle avant le début des années 60. En fait, les seuls produits qu'on peut commercialiser, ce sont les radioisotopes qui sont produits dans les réacteurs de recherche. Ce qu'on va se rendre compte lorsqu'on va commencer à utiliser le cobalt-60, penser à l'utiliser comme agent thérapeutique, c'est que non seulement le cobalt-60, on le produit à des coûts moindres, mais aussi on peut l'administrer au patient avec une source qui est éloignée du patient. C'est-à-dire que quand on soignait les patients avec du radium, il fallait que la source de radium soit proche de la tumeur, soit quasiment à la peau. Et donc, avec le cobalt-60, on se rend compte qu'on peut administrer ces radiations en maintenant une certaine distance entre le patient et la source. Et donc, le cobalt-60, il va être aussi à la base d'une nouvelle forme de traitement qu'on va appeler la téléthérapie. Donc, téléthérapie, donc c'est à distance, c'est comme la télévision, vous regardez quelque chose à distance. Téléthérapie, c'est que vous soignez avec une certaine distance. Donc, par rapport au radium qui s'administre dans des petits conteneurs qui sont placés très près ou contre la zone à traiter, la téléthérapie au cobalt va constituer un traitement avec un ciblage beaucoup plus précis et beaucoup moins destructif pour les tissus sains qui avoisinent les tumeurs. Et donc, c'est un avantage, c'est une percée qui est très intéressante dans le champ de la médecine et qui va aussi contribuer à populariser le cobalt-60 comme réellement le vrai premier produit commercial de l'industrie nucléaire médicale. Voilà, dernière chose, et ensuite je m'arrête pour juste faire le tour un peu de l'émergence du cobalt et de la raison pour laquelle le Canada a émergé comme un acteur important dès le début dès le début de son programme nucléaire. C'est que la fameuse compagnie des produits commerciaux, donc l'ex-branche de Eldorado, donc j'ai dit une petite erreur tout à l'heure, c'est qu'Eldorado va continuer à exister, mais sa branche commerciale, s'occuper de commercialiser le radium, elle va devenir une branche d'énergie atomique du Canada. Eldorado, donc la compagnie qui commercialise les isotopes va commencer à se dire EACL produit la matière première, le cobalt. Nous, on ne fait que commercialiser, donc nous, on vend, on est des vendeurs, et ça nous met un peu en position de fragilité parce que EACL elle-même pourrait, décider à l'interne de s'occuper de commercialiser elle-même. Parce qu'à l'époque, en fait, on n'est pas la branche est intégrée, mais il y a des tensions entre les deux. EACL n'est pas sûr de vouloir la conserver ou pas. Donc,
la compagnie va se dire, il faut qu'on développe notre propre expertise qui nous rend, entre guillemets, indispensable. Et c'est ça qui va être un peu à l'origine du développement de ce qu'on appelle les machines qui vont, comment dire, les machines de thérapie au cobalt. Okay? Ça va être un des grosses innovations technologiques derrière laquelle la division des produits commerciaux va être à l'origine. Elle va aussi impliquer la participation d'un médecin qui est actif en Saskatchewan qui s'appelle Harold Jones. Donc, c'est un radiologiste qui va lui aussi participer de façon indépendante à la conception de ces machines-là. Et donc, ces machines-là qui servent, ces machines de téléthérapie qui servent à soigner les patients vont être très vite commercialisées. On va en installer certaines dans les hôpitaux au Canada et on va même commencer à en exporter assez rapidement au début des années 50. Et pour vous dire l'avance que le Canada a à l'époque, grâce à ces différents facteurs-là, commerciaux, technologiques, sur les Américains, le premier prototype américain d'une machine qui soit similaire à celle développée par les Canadiens, qu'on va appeler Eldorado, en hommage à la fameuse compagnie, elle va arriver qu'1 an et demi après la première canadienne qui aura lieu en 1951. Donc, voilà, par la suite, il y aura d'autres applications du cobalt-60 qui vont être développées au sein de ACL. On va utiliser le cobalt-60 pour développer des appareils qui servent à stériliser les appareils médicaux. On va aussi les utiliser pour développer une autre application qui est l'irradiation des aliments. Donc, ça va être donc pour l'agriculture, ça va être une application qui est un peu plus controversée. Mais donc, voilà ce qui va lancer, qui va placer le Canada au centre de cette industrie, de cette production nucléaire médicale. Bien, très bien, Mehdi. Une dernière question avant d'entamer un tour de table pour conclure cette table ronde. C'est est-ce que puisque là on avait la sensation que donc le Canada ne s'était pas positionné sur la course à la bombe, que sur l'énergie vous avez décrit on est des joueurs de moyenne catégorie d'après ce que j'ai compris. Alors là sur le médical, là, on semble avoir pris un départ fulgurant et puis même être passé devant les États-Unis. Là vous venez de donner un bon exemple. Est-ce qu'on a réussi à maintenir cette avance? Est-ce qu'on est encore aujourd'hui en pole position? Non, plus aujourd'hui. La fin de... Bon, on ne peut pas parler réellement de fin, mais vraiment de chute abrupte au début des années 2010. Donc, en 2016, en fait, les radioisotopes qui étaient produits dans les laboratoires de Chalk River, cette production a été arrêtée en 2016. Donc, pour expliquer donc ma thèse, donc moi j'ai fait une thèse un peu sur ce sujet-là, et la problématique de ma thèse était d'essayer de comprendre la genèse un peu de cette fin abrupte de la production. Donc, comment expliquer que le Canada, après avoir été un pionnier, un leader mondial dans cette industrie-là, les domaines technologiques de pointe dans lesquels le Canada est leader sont rares, donc assez rares pour s'intéresser à la raison pour laquelle on est passé de héros à zéro, on va dire, dans cette industrie-là. Donc, je vais essayer de synthétiser, même si l'histoire est longue, de faire ça de façon assez synthétique. Donc, je vais juste revenir aux applications médicales de l'énergie nucléaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 2 types d'applications. Vous avez les applications thérapeutiques. Donc là, vous soignez, donc, par exemple comme avec le radium ou le cobalt, comme je vous l'ai expliqué. Il y a aussi d'autres isotopes qui sont utilisés en médecine, non pas pour soigner, mais pour diagnostiquer. Okay? Et une des techniques qu'on utilise pour diagnostiquer, c'est celle que j'ai expliquée tout à l'heure, donc le traçage radioactif avec le développement de l'imagerie médicale qui permet de développer cette nouvelle branche de la médecine nucléaire. Dans les années 70, il va y avoir un isotope qui va émerger, qui va être le principal isotope utilisé dans le diagnostic et dans l'imagerie médicale, qui s'appelle le technétium-99. Ce fameux technétium lui-même, il est dérivé d'un autre isotope qu'on appelle le molybdène-99, dans laquelle qu'on va commencer à produire à Chalk River dans les années 70 et sur lequel aussi rapidement le Canada va se positionner comme un leader grâce à son réacteur NRU et sa
technique, disons, de production particulière, donc qui va lui permettre d'être devant les Américains, devant les Britanniques. Il va s'avérer que le technétium, son marché va exploser dans les années 80, ce qui va mener aussi, encore une fois, le Canada à occuper une position de leader sur ce marché-là. Sauf que la décennie 80, c'est une décennie un peu difficile pour l'industrie nucléaire canadienne, puisque donc, le gouvernement conservateur de Brian Mulroney arrive au pouvoir en 84 et va mener une politique de privatisation. Et on va décider paradoxalement au moment où le marché du molybdène décolle et où Énergie atomique du Canada pourrait utiliser les revenus des isotopes pour renflouer les caisses de la compagnie, parce que le marché des réacteurs électronucléaires est un peu en stagnation. Il y a eu Tchernobyl en 86, donc c'est un peu le marasme du côté de l'industrie électronucléaire. Et donc, pour compenser, la branche médicale pourrait servir à renflouer les caisses de ACL. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que le gouvernement, qui est très pro-privatisation, un peu anti-entreprise publique, pour caricaturer, va décider de privatiser la branche nucléaire médicale d'Énergie atomique du Canada. Sauf que, vous l'avez compris, entre la branche nucléaire et la branche recherche et développement, il y a une relation qui est fusionnelle. Okay? Pour produire des isotopes médicaux, on a besoin d'utiliser des réacteurs de recherche. Ces réacteurs de recherche, leur mission principale, c'est de fournir, comme j'ai dit, des informations, des données, conduire des expériences, soutenir le programme électronucléaire. Et à côté, ils produisent aussi des isotopes. Donc, les coûts de production des isotopes au Canada, historiquement, ils ont toujours été absorbés par les programmes de recherche et développement. Okay? Et donc, ça aussi, ça a été un avantage pour le Canada du fait que les coûts de production des isotopes, donc le coût d'opération des réacteurs, le coût de traitement des déchets, le coût de la maintenance du réacteur, toujours absorbés par les budgets de la R&D qui sont en support au programme électronucléaire. Sauf que ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a privatisé la partie commerciale, celle qui rapporte de l'argent, mais évidemment, la partie R&D, donc les coûts, sont restés publics, donc à la charge du contribuable. Et les contrats ont été négociés avec la nouvelle compagnie privatisée de façon à ce qu'évidemment la partie privée s'accapare la majeure partie des profits. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est typique de toutes les opérations de privatisation qu'on a connues dans les années 80, donc ce qu'on appelle la privatisation des coûts et la socialisation des coûts, et la privatisation des bénéfices. Et donc, le NRU a continué à produire contractuellement pour cette compagnie privatisée qui s'appelle MDS Nordion, qui, elle, continue à commercialiser le technétium 99 en engrangeant la majeure partie des bénéfices, tandis qu'il devenait de plus en plus difficile pour EACL d'assumer les coûts de cette production-là. À côté de ça, il y a toute une histoire. EACL, parallèlement, se rendant compte que son réacteur NRU, qui est un réacteur vieillissant, il a été mis en fonction en 57, devait un jour ou l'autre arrêter de fonctionner et de produire des isotopes. Et donc, s'est mis à construire 2 réacteurs de remplacement, qu'on appelle les réacteurs Maple, qui ont aussi une longue histoire. Et ces réacteurs sont finalement avérés être des échecs. Et donc, le gouvernement a dit en 2008 que les coûts étaient trop élevés, que les dépassements de budget. Et donc, on a arrêté cette production-là. Et puis, en 2009, en 2007, le NRU est tombé une première fois en panne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les radioisotopes sont des produits radioactifs qui se désintègrent avec le temps. Quand on produit, par exemple, du molybdène, ce molybdène-là doit être transféré le plus rapidement possible aux pharmacies, aux hôpitaux qui vont en faire un usage médical, parce que si on laisse passer le temps, le molybdène se désintègre, se dégrade et sa qualité, son efficacité médicale diminue. Donc, ce n'est pas un produit que vous pouvez stocker, il doit être produit en flux tendu. Et donc, dès qu'il y a une panne dans la production, un arrêt, rapidement, il y a des risques de pénurie qui peuvent se produire. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 2007. Il y a eu une autre panne en 2009 et ça, finalement, ça a conduit le gouvernement, encore une fois conservateur, c'était Stephen Harper, de dire on se retire, le Canada va se retirer de son rôle de producteur mondial de molybdène 99 parce que les coûts deviennent trop élevés, les coûts de maintenance du NRU deviennent
trop élevé. Et c'est ce qui a, entre autres, conduit à la fin de cette industrie. Donc, on a décidé d'un commun accord avec d'autres pays que le NRU se maintiendrait le temps que d'autres réacteurs ailleurs dans le monde prennent la relève. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Canada produisait près de la moitié de la consommation mondiale de technétium 99. Hein. C'est des dizaines de milliers de scans et de procédures médicales par jour dans le monde. Donc, c'était vraiment quasiment... On ne peut pas parler de monopole, mais de toute façon, le marché des isotopes mondiaux, c'est un oligopole. Il y a 4 ou 5 réacteurs dans le monde qui fournissent le monde. Et donc, c'est ça une des raisons pour lesquelles la production a cessé. C'est des mauvaises décisions politiques, une mauvaise compréhension de la part du gouvernement de la dynamique très particulière, enfin de la structure très particulière de l'économie des radioisotopes médicaux qui sont intimement liés aux autres branches de l'énergie nucléaire, qui a finalement conduit au fil du temps au déclin et à la perte de cette industrie. Merci Mady. Effectivement, donc là, on a commencé cette table ronde au début du XXe siècle. Là, je crois qu'on a même dépassé le XXe siècle. Hein. On se rapproche du présent. En tout cas, grâce à vous trois, on a balayé plus de 100 ans d'histoire. Et puis, on a vraiment, je pense, abordé les 3 aspects nettement de l'atome au Canada. Je tiens vraiment à vous remercier tous les 3 pour le temps que vous nous avez accordé ce soir. Je remercie aussi notre partenaire Québec Science qui va relayer cet événement et qui avait déjà relayé les publications du livre. Donc, vraiment un grand merci à tous les 3. Et puis, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses ce soir, chers auditeurs et auditrices. Et puis, eh bien, on se retrouve pour faire le prochain bilan du nucléaire dans quelques décennies, j'espère. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.